Arrivé au sommet du G7, Donald Trump minimise l'initiative multinationale portée par Paris et Londres pour sécuriser le détroit d'Ormuz, France Info. Arrivé au sommet du G7, Donald Trump minimise l'initiative multinationale portée par Paris et Londres pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Je ne pense pas que nous aurons besoin de beaucoup d'aide, a lancé le président américain lundi, lors d'un échange avec Emmanuel Macron. Publié le 15-06-2026 23h45 temps de lecture, 1 minute. Le président américain, Donald Trump, et son homologue français Emmanuel Macron, lors d'un échange bilatéral dans le cadre du sommet du G7 à Évian-Haute-Savoie, le 15 juin 2026. Ludovic Marin AFP. Le président américain, Donald Trump, est arrivé lundi 15 juin au sommet du G7 à Évian, fort un accord conclu la veille avec l'Iran est censé permettre de rouvrir complètement le détroit d'Ormuz, vendredi. Lors d'un échange avec le président français Emmanuel Macron, le dirigeant populiste a aussitôt minimisé l'initiative multinationale que Paris entend pousser, afin de contribuer à sécuriser ce passage stratégique. Donald Trump a fait mine de prêter peu d'intérêt à cette force multinationale, que Paris et Londres proposent de déployer pour déminer le détroit et sécuriser sa réouverture. Je ne pense pas que nous aurons besoin de beaucoup d'aide, a-t-il lancé. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée d'avoir un bateau ou deux de quelques pays, votre pays serait très bien pour cela, car on ne sait jamais, a-t-il ajouté, tout en ayant un mot gentil pour Emmanuel, un ami spécial. À ses côtés, Emmanuel Macron a réitéré son offre pour aider, tout en reconnaissant qu'une telle aide ne sera peut-être pas souhaitée ni nécessaire. Il avait auparavant assuré, lundi sur la chaîne TF1, que le porte-avions français Charles de Gaulle pourrait être déployé dans les 2 ou 3 jours dans la zone, en cas de feu vert américano-iranien. Sujet suivant. Coupe du Monde 2026, entrée en lice manquée pour l'Espagne, grande favorite, mais tenue en échec par le Cap-Vert, France Info. Coupe du Monde 2026, entrée en lice manquée pour l'Espagne, grande favorite, mais tenue en échec par le Cap-Vert. Les champions d'Europe n'ont jamais réussi à percer le coffre-fort capverdien, lundi, à Atlanta. Publié le 15-06-2026 20h mis à jour le 15-06-2026 20h24 temps de lecture, 2 minutes. L'Espagnol Pau Cubarsí au duel avec le Capverdien Jovan Cabral, le 15 juin 2026, à Atlanta. Roberto Schmidt AFP. Dans la ville de Coca-Cola, l'Espagne a fait pskit. Opposé au Cap-Vert, qualifié pour la première fois, la Rora a dû se contenter d'un match nul 0-0 pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, lundi 15 juin, à Atlanta, États-Unis. Annoncés comme les grands favoris de ce mondial, les champions d'Europe 2024 se sont cassés les dents face aux pays insulaires 64e au classement FIFA. Privé de ses ailiers Lamine Yamal et Nico Williams au coup d'envoi, l'Espagne n'a jamais réussi à percer le verrou capverdien. L'archipel de 525 000 habitants a, avec ce premier point récolté, d'ores et déjà réussi son mondial dans ce groupe H, qui verra l'Arabie Saoudite et l'Uruguay s'affronter dans la nuit de mercredi 15 à jeudi 16 juin minuit. Pour cela, les requins bleus n'ont pas vraiment montré les crocs, affichant d'emblée leur plan de jeu en se positionnant tous dans leurs 30 derniers mètres. Face à ce bloc défensif, l'Espagne n'a jamais trouvé la clé. En mode diesel au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, les champions d'Europe ont eu toutes les peines du monde à s'approcher du but adverse, ne touchant que 2 ballons dans la surface capverdienne dans la première demi-heure. Avec une attaque expérimentale, composée de 3 joueurs Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Gavi qui n'évoluaient pas à leur poste, l'Espagne a attendu la fin du premier acte pour se créer ses premières vraies occasions. Mais Josimar Vozina, portier capverdien de 40 ans, a brillé, et même été sauvé par sa barre sur une frappe de Ferran Torres 39e. En manque de créativité, les champions d'Europe s'en sont remis à Lamine Yamal, entré en jeu à la 70e, mais le Barcelonais, de retour de blessure, n'a pas réussi de miracle. C'était une équipe très organisée en face, en bloc bas, avec pratiquement 10 joueurs dans la surface. C'est difficile de créer des espaces. Il nous a manqué de la circulation de balles pour créer des espaces, on a eu des occasions, on a fait des tentatives, mais c'est très dur de gagner ce genre de match, a minimisé Luis de la Fuente au coup de sifflet final, après une seconde période poussive. Auteur de 27 tirs contre 6 au Cap-Vert, dont 7 cadrés, les champions d'Europe quittent Atlanta frustrés, après avoir monopolisé le ballon 74 de possession en vain. Un scénario qui rappelle de mauvais souvenirs aux Espagnols, sortis dans de pareilles circonstances lors du Mondial 2022. Sujet suivant. Après l'accord entre l'Iran et les États-Unis, Benyamin Netanyahou affirme que l'armée israélienne restera à Gaza,
au Liban et en Syrie ou aussi longtemps que nécessaire, France Info. Après l'accord entre l'Iran et les États-Unis, Benyamin Netanyahou affirme que l'armée israélienne restera à Gaza, au Liban et en Syrie ou aussi longtemps que nécessaire. Le plus important, c'est que nous avons sauvé l'État d'Israël de la menace d'un anéantissement nucléaire, a également déclaré le dirigeant lundi, au lendemain de la conclusion de cet accord. Publié le 15-06-2026 23h55 temps de lecture, 1 minute. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, lors d'une conférence de presse à Jérusalem, le 15 juin 2026. Ronan Zvulun AFP. Benyamin Netanyahou réagit à la conclusion d'un accord entre Washington et Téhéran. Le Premier ministre israélien, qui avait lancé l'offensive contre l'Iran fin février avec les États-Unis, a affirmé, lundi 15 juin, que l'armée israélienne resterait à Gaza, au Liban et en Syrie ou aussi longtemps que nécessaire. Nous avons établi de larges zones de sécurité autour d'Israël. Nous l'avons fait à Gaza, au Liban et en Syrie, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Je tiens à le dire clairement, nous resterons dans ces zones de sécurité aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger notre pays. Israël est engagé depuis des mois dans des opérations militaires dans la bande de Gaza, au Liban et en Iran. Certains des objectifs de guerre affichés par l'armée israélienne n'ont pas été atteints. Le plus important, c'est que nous avons sauvé l'État d'Israël de la menace d'un anéantissement nucléaire, a également déclaré le dirigeant, lundi, lors de cette conférence de presse au cours de laquelle il a défendu son bilan et les opérations militaires israéliennes. Sujet suivant. Après la mort de Liana, plus d'1 millier de personnes manifestent à Paris et devant plusieurs tribunaux pour une loi intégrale contre les violences sexuelles, France Info. Après la mort de Liana, plus d'1 millier de personnes manifestent à Paris et devant plusieurs tribunaux pour une loi intégrale contre les violences sexuelles. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Bordeaux, comme à Toulouse et environ 200 à Lille, d'après des journalistes de l'AFP. Publié le 15-06-2026 21h24 mis à jour le 15-06-2026 21h26 temps de lecture. 1 minute. Des manifestantes lors d'un rassemblement réclamant une loi intégrale contre les violences sexuelles devant le ministère de la Justice à Paris, le 15 juin 2026. Thomas Samson AFP. Ils promettent d'être présents tous les lundis pour clamer leur colère. Révoltés par la mort de Liana, plus d'1 millier de manifestants se sont rassemblés devant le ministère de la Justice, à Paris, et devant plusieurs tribunaux ailleurs en France, lundi 15 juin. Ils sont déterminés à se battre jusqu'à l'obtention d'une loi intégrale contre les violences sexuelles. 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, que faites-vous? Scandait vers 19h plus d'1 millier de manifestants parisiens dont un bon tiers d'hommes, rassemblés dans le calme devant la chancellerie, selon un journaliste de l'AFP. Pas d'excuses pour les prédateurs, prenons les enfants au sérieux, lisait-on notamment sur leurs pancartes. Darmanin démission, a chanté la foule hétéroclite, encadrée par un important dispositif policier. Une coalition féministe et de défense des enfants, qui regroupe 150 associations et syndicats, avait appelé à des rassemblements devant tous les tribunaux. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Bordeaux, comme à Toulouse et environ 200 à Lille, d'après des journalistes de l'AFP. La coalition prévoit également une grande manifestation à Paris le 4 juillet. Nous exigeons une loi intégrale, avec des moyens, a expliqué à l'AFP Solène Potvin, présidente de l'association Face à l'inceste. La mobilisation continuera tant que l'examen de cette loi ne sera pas intégré à l'agenda parlementaire, a-t-elle assuré. Une pétition en ligne réclamant la loi intégrale rassemblait près de 300 000 signatures lundi. Une proposition de loi intégrale, comprenant 79 articles, avait été déposée fin 2025 et co-signée par une centaine de députés, mais elle n'a jamais été examinée. Les mesures proposées couvrent divers domaines: justice, police, protection des enfants, santé, travail. Sujet suivant. Un long processus politique, malgré les avancées, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne n'est pas pour demain, France Info. Les 27 ouvrent lundi les premiers chapitres de négociations avec Kiev. Mais l'entrée des 40 millions d'Ukrainiens dans l'UE est encore une perspective lointaine. L'Ukraine franchit une nouvelle étape dans son chemin vers l'Union européenne. Les 27 ont officiellement ouvert le premier chapitre de négociations avec Kiev, lors d'une conférence intergouvernementale organisée au Luxembourg lundi 15 juin. Cette étape importante du processus d'adhésion, jusque-là bloquée par la Hongrie de Viktor Orban, vise à s'assurer que le pays est en phase avec les lois et les valeurs de l'Union européenne. En novembre 2025, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, disait à Euronews espérer une adhésion d'ici à 2030.
Ce sentiment était alors jugé irréaliste par la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Depuis, Kiev entretient des discussions informelles avec la Commission européenne. Nous pensons que votre avenir se trouve au sein de l'Union européenne, a réitéré le président du Conseil européen, Antonio Costa, le 9 mai. Au-delà des discours enthousiastes, un long chemin reste à parcourir pour le pays aux 40 millions d'habitants, qui deviendrait le 5e le plus peuplé de l'Union. L'Ukraine se trouve au milieu de sa trajectoire d'adhésion, qui est avant tout un long processus politique, souligne Roman Petrov, titulaire de la chaire Jean Monnet de droit de l'UE à l'université Kiev-Mohyla. L'adhésion à l'UE est un travail immense, minutieux et intense, qui repose sur 2 piliers. Le pays candidat doit d'abord respecter les critères de Copenhague, c'est-à-dire être une démocratie stable, qui respecte l'état de droit et dispose d'une économie de marché fonctionnelle. Vient ensuite l'adoption des acquis communautaires, l'ensemble des lois et des règles européennes. Ce sont ces sujets qui seront discutés par des négociateurs lors de l'examen d'une trentaine de chapitres. Presque aucun thème n'est laissé de côté, du droit des sociétés à la justice, en passant par l'environnement et la libre circulation des travailleurs. Les sujets sont aussi précis que le type de bouchon qui peut être utilisé sur une bouteille en plastique, ou aussi large que le fonctionnement de l'état de droit. Bonne nouvelle pour Kiev, l'Ukraine a déjà effectué une partie importante du travail, impulsé dès la signature de l'accord d'association de 2014, un traité diplomatique et de libre-échange, souligne Tinatin Akhvlodiani, responsable du programme d'élargissement de l'UE au sein du Centre Fort Européen Policy Studies, un groupe de réflexion basé à Bruxelles. L'adhésion à l'UE est l'une des priorités du gouvernement de Volodymyr Zelensky. C'est un but très largement partagé par la population ukrainienne, qui a été inscrit dans notre constitution en 2022, rappelle à France Info la députée Kira Rudik, présidente du parti d'opposition pro-européen Holo. Un sondage du centre Razumkov, un groupe de réflexion ukrainien, montrait ainsi en septembre 2025 que 81,7% des Ukrainiens étaient en faveur d'une adhésion à l'UE. Du jamais vu pour un pays candidat. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022, Kiev a accéléré ses réformes, grâce au travail du Parlement, qui a continué à fonctionner malgré les drones et les missiles s'abattant quotidiennement. Les priorités fixées par la Commission européenne en juin 2022, portant notamment sur une réforme de la Cour constitutionnelle, la justice, la lutte contre la corruption et les droits des minorités nationales, ont toutes été atteintes, selon un rapport de l'exécutif européen publié en octobre 2024. Le fait que le pays continue de progresser sur le plan des réformes tout en étant en guerre contre la Russie est impressionnant. Tinatin Akhvlodiani, responsable du programme d'élargissement de l'UE au Centre Fort Européen Policy Studies à France Info. Malgré ses efforts, l'Ukraine n'est certainement pas encore prête à intégrer l'UE. Le dernier rapport de la Commission européenne, en novembre 2025, ne classait que 4 chapitres sur 34 dans la catégorie au bon niveau d'avancement. Rien d'anormal cependant, en mai, le Monténégro, le pays candidat le plus avancé, n'avait conclu que 14 chapitres, ouverts en 2021. D'autant que la marche vers l'Europe se fait dans des circonstances particulières. Ce n'est pas tant la transposition du droit européen qui pose un problème, mais sa mise en œuvre, qui est un vrai défi dans un pays en guerre, pointe Tinatin Akhvlodiani. En Ukraine, certains sujets restent sensibles, comme celui de la corruption, un problème endémique. Dernier épisode en date, le placement en détention provisoire d'Andriy Yermak, ancien principal conseiller du président Volodymyr Zelensky, soupçonné d'être impliqué dans un vaste réseau de détournement de fonds. À l'été 2025, le chef de l'État avait même tenté de mettre fin à l'indépendance des puissantes agences anticorruption du pays, mais la pression de l'UE avait fini par le faire reculer. L'UE est dans son rôle, fournir les orientations, conseils et soutien aux États sur la manière d'éliminer complètement la corruption et de se conformer aux principes fondamentaux de l'Union, souligne Tinatin Akhvlodiani. Ces sujets sont généralement les plus complexes, en particulier pour un pays en guerre. Le conflit avec la Russie, débuté en février 2022, plane comme un nuage de drones au-dessus des négociations d'adhésion. Comment imaginer que l'Ukraine puisse intégrer l'UE alors qu'elle est toujours en guerre et qu'une partie de son territoire est occupée? L'Ukraine est en guerre depuis plus longtemps que la France pendant la Première Guerre mondiale. Notre économie est en ruine. Nous avons perdu environ 10 millions d'habitants qui ont fui le pays. Des milliers de nos soldats et de nos civils ont péri, rappelle Roman Petrov. À Bruxelles, personne n'imagine qu'une adhésion puisse se faire sans accord de paix, alors que les traités européens prévoient une clause de solidarité en cas d'attaque sur l'un des États membres. Pour l'instant, avec une ligne de front gelée depuis des mois et des négociations au point mort, aucune porte de sortie ne se dessine. C'est évidemment un élément bloquant,
mais l'adhésion de l'Ukraine pourrait faire partie d'un accord de paix, suggère Kira Rudik. Ce point faisait d'ailleurs partie du plan de paix américain présenté en fin d'année 2025, décrié car jugé trop à l'avantage de la Russie et depuis abandonné. L'UE, même si elle a mis en place des procédures uniques visant à accélérer le processus d'adhésion, se refuse à donner une date butoir. Volodymyr Zelensky, lui, n'hésite pas à donner des objectifs. Le dernier en date, 2030. C'est une promesse qui est uniquement à destination des Ukrainiens. C'est une sorte de réconfort psychologique pour la population, qui souhaite savoir quand la guerre sera terminée, analyse Roman Petrov. En attendant une adhésion encore lointaine, certains proposent des solutions alternatives, mais aucune ne fait l'unanimité. L'idée, émise fin mai par le chancelier allemand, Friedrich Merz, de donner à l'Ukraine un statut de membre associé sans droit de vote en attendant son adhésion, est mal passée à Kiev. Un tel statut n'est de toute façon pas prévu par les traités. Je ne veux pas que l'Ukraine devienne une zone tampon éternelle, prévient Yevgenia Kravchuk, députée de Serviteurs du Peuple, le parti de Volodymyr Zelensky. La place de l'Ukraine au sein de l'Union européenne doit être complète, pleine et égale, a tranché le président ukrainien sur X. Une fois la guerre terminée et les chapitres clos. Restera encore une étape, la négociation du traité d'adhésion, qui définira les modalités de l'arrivée de l'Ukraine. Il devra ensuite être adopté par les 27 États membres, parfois par le biais d'un référendum. Un exercice risqué, alors que tous les gouvernements ne sont pas convaincus par l'arrivée de Kiev. En France, plusieurs partis politiques, comme le Rassemblement national, y sont opposés. En juin 2025, seuls 35 des Polonais se déclaraient en faveur de l'arrivée de leurs voisins dans l'UE 42 contre, selon un sondage IBRI. Concurrence déloyale des agriculteurs, arrivée d'Ukrainiens dans les États membres, aides européennes redirigées vers Kiev. Les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Nous comprenons qu'il y aura des problèmes sur certains points, notamment l'agriculture et la lutte contre la corruption, plaide Yevgenia Kravchuk. La Pologne a connu des négociations difficiles avant son adhésion en 2004, rappelle-t-elle. À l'époque, Varsovie avait d'ailleurs accepté un délai avant que sa population ne puisse bénéficier de la liberté de circulation commune aux 27. Les arguments en faveur de l'arrivée de Kiev à la table de l'UE ne manquent pas, affirment cependant ses défenseurs. Le problème majeur pour l'Europe est la sécurité. L'invasion russe a démontré qu'il s'agit d'une menace existentielle. Or, l'Ukraine est extrêmement résiliente, elle possède l'armée la plus puissante des Europes, forte d'un savoir-faire militaire approfondi et diversifié, d'un entraînement rigoureux et d'une solide expérience du combat, souligne Tinatin Akhvlodiani. L'économie du pays, sa taille et son marché, apporteraient aussi des bénéfices économiques au reste du bloc, défend la députée Kira Rudik. Les arrivées de l'Ukraine, de la Moldavie, du Monténégro, candidat depuis 2008, ou de l'Islande, candidate depuis 2009, posent de toute façon d'importantes questions à l'UE. Comment fonctionner correctement à plus de 30 États membres, alors qu'un seul pays peut bloquer des décisions importantes pendant des mois, voire des années? Il est grand temps que l'UE se réforme, juge Roman Petrov, qui rappelle qu'une conférence sur le futur de l'Europe avait été mise en place pendant le premier mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. Face au peu d'appétence des gouvernements pour modifier les traités, ces propositions sont pour l'instant restées lettres mortes. Il faudra bien trouver une solution, estiment les experts. Ce serait aussi la preuve que l'UE est encore capable de s'étendre, affirme Yevgenia Kravchuk. Car l'adhésion ukrainienne est aussi un enjeu important pour l'UE, coincée entre un partenaire américain jugé de moins en moins fiable et une Chine de plus en plus puissante. L'Ukraine peut devenir un exemple positif d'adhésion, souligne Roman Petrov. À condition de ne pas faire attendre les Ukrainiens pendant des dizaines d'années, comme certains pays des Balkans. Les gens se sentiraient un peu trahis par une attente trop longue. On constate de la déception et une forte baisse de soutien à l'UE en Serbie et en Macédoine du Nord. Kira Rudik, députée ukrainienne du parti Holo à France Info. Les Ukrainiens et leur soutien préviennent que Bruxelles pourrait perdre la bataille morale avec Moscou si elle ne respectait pas sa promesse. L'un des atouts de l'UE est son pouvoir d'attraction. Ne pas répondre aux aspirations du peuple ukrainien qui se bat pour cela serait une faute morale et ternirait son image, avance Tinatin Akhvlodiani. Si l'Ukraine tombe sous contrôle russe ou cesse d'être un pays démocratique et pro-européen, elle sera dirigée par des autocrates, des envahisseurs et des agresseurs, poursuit la spécialiste. Une épine de plus dans le pied de l'UE.